temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bonjour et bienvenue sur Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Pour cette deuxième saison du podcast, nous avons fait un choix clair. Regarder autrement ce que l'on croit déjà connaître. Et parmi ces évidences trompeuses, il y a le tourisme. La France est la première destination touristique mondiale, un chiffre répété, célébré, mais rarement interrogé comme un enjeu stratégique. Et pourtant, le tourisme pèse près de 8% du PIB, structure des millions d'emplois, façonne l'image du pays, irrigue les territoires et expose la France aux chocs sanitaires, climatiques, numériques et géopolitiques. Autrement dit, il concentre à lui seul une grande partie des défis contemporains. Pour ouvrir cette saison, nous avons donc choisi de poser une question simple mais décisive. Le tourisme est-il pour la France un héritage dont elle vit ou un actif stratégique qu'elle pilote, protège et projette? Pour y répondre, nous recevons Christian Mantéi, expert reconnu du tourisme et surtout président d'Atout France, l'agence nationale chargée de la promotion internationale de la destination France, mais aussi de l'ingénierie touristique, de la certification, de l'observation des marchés et de la prospective stratégique. Bonjour Christian. Bonjour Ilan. Christian, peut-être une première question. Je l'ai dit en introduction, la France reste la première destination touristique mondiale depuis des décennies. Comment expliquez-vous cette résilience? Est-ce que c'est un modèle stratégique qui est maîtrisé ou un héritage historique qui est bien exploité? C'est une question évidemment large, profonde et assez complexe. Je dirais qu'il faut rester quand même modeste. D'abord parce que il y a une dizaine de destinations qui sont dans le haut du tableau, qui accueillent énormément de visiteurs internationaux. Et nous, on est un peu dans le haut de classement, évidemment, à touche-touche avec l'Espagne. Et sur les revenus, par exemple, les recettes, l'Espagne est devant nous. Donc là, on est en fait en une sorte de leadership ancien, mais on a une concurrence qui est de plus en plus, j'allais dire, structurée. Vous parlez de l'Espagne, on pourrait parler de la Turquie, du Japon, Ah bah, des en Émirats. fait, quand on raisonne en part de marché, il faut bien voir qu'il y a deux façons de voir les parts de marché globales de la France, mais il y a aussi, marché par marché, quelles sont les destinations qui nous prennent des parts de marché. Si on prend, par exemple, l'Australie, qui est un marché intéressant pour nous parce que ce sont des voyageurs avec une dépense assez élevée, qui nous prend des parts de marché en Australie? Le Japon, qui connaît une croissance de la fréquentation touristique très très forte. Et évidemment, c'est des voyages assez chers. Et donc c'est un concurrent comme un autre, mais ils sont très nombreux les concurrents. Je dis comme un autre parce qu'ils sont très nombreux. En Allemagne, qui est un marché très courtisé, parce qu'en Europe, c'est certainement le plus gros émetteur avec la Grande-Bretagne de touristes intra-européens. Là, on voit bien que c'est aussi une destination touristique, l'Allemagne. On se dit, tiens, c'est un grand marché émetteur, mais c'est aussi une destination touristique avec des grandes villes culturelles. Les Hollandais vont de plus en plus en Allemagne. Est-ce qu'on peut parler, à la place qui est la vôtre aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler d'un modèle français du tourisme? Oui, parce que si on interroge les clients, les visiteurs américains, ils vont nous dire ce qu'ils viennent chercher en France, ça va être différent de ce qu'ils viennent chercher ailleurs. Le pays qui partage les mêmes valeurs avec la destination France, c'est l'Italie. On a les mêmes piliers, finalement, qui composent la destination, l'image du pays, etc. La culture, le patrimoine, l'art de ville, la gastronomie, le luxe. Et donc, un Américain, il va dire, bah, Italie et France, c'est un peu pareil, on va faire l'un et l'autre, par exemple, l'un ou l'autre, successivement. En Espagne, ça va être différent. Le modèle espagnol, il est balnéaire, surtout. Si on regarde l'Espagne, entre l'Andalousie, les Baléares, les Canaries, il y a 40% du tourisme espagnol sur trois destinations. Ils ont des aéroports, des hubs aux Baléares et aux Canaries qu'on ne pourrait pas avoir chez nous, qu'on ne veut pas avoir chez nous, et un développement massif de chambres qui fait qu'ils ont un stock à proposer sur les grands marchés de la distribution, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, un stock de lits qui est bien supérieur au nôtre, ce qui fait baisser les prix, évidemment, aussi. Et donc, on ne peut pas comparer nos modèles, quoique dans les villes, l'Espagne, c'est comparable à nos villes, hein. Mais en tout cas,
sur les grands aspects du tourisme espagnol, c'est pas la même chose que le tourisme français. Et on vient chercher en France une diversité d'abord. Il y a plusieurs France, il y a des régions qui sont très attractives, qui sont des marques mondiales. Donc un Américain, il connaît la marque Normandie, Bordeaux, par exemple, Provence. Ce sont des identités très Les Anglais fortes. connaissent le Périgord, on a beaucoup aussi Oui, dans... oui, oui, tout à fait. Donc en Euh, fait, on vient chercher une diversité de paysages, une diversité, j'allais dire, oui, j'allais dire de tableaux Il y a qu'on une peut grande retrouver diversité. Comme on fait de moins en moins un tour de France, mais on va dans une région puis dans une autre, en passant d'une région à l'autre, ou quelquefois sur une dizaine d'années, on a des visiteurs qui vont visiter trois régions, des visiteurs européens, mais même américains, ou quelques asiatiques ou sud-américains, bah, on les fidélise à la France. Parce que l'expérience est tellement différente entre la Bretagne et l'Alsace, entre Paris et la Côte d'Azur, que finalement, bah, on arrive à fidéliser parce qu'on a une offre de grande variété. sur une distance courte. Ah bah, très très courte. Je vais juste rappeler les chiffres, on parle de près de 8% du PIB, c'est de ce que le secteur touristique pèse aujourd'hui, et ça représente des millions d'emplois, et pourtant on a l'impression qu'on a une difficulté à penser le tourisme, j'allais dire comme une infrastructure critique pour la France. Est-ce que selon vous, ce poids économique n'est pas encore perçu comme un actif stratégique, au même titre que l'industrie ou l'énergie? C'est vrai. On le perçoit comme ça. On est un poids lourd de l'économie française, avec, vous l'avez rappelé, entre 7 et 8% du PIB, même selon les estimations, un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de retombées indirectes et induites. Dans certaines régions, c'est 30 à 40% du PIB régional. Donc ça pèse très très lourd. Au-delà des retombées économiques, on voit bien l'intérêt en termes d'aménagement du territoire, on voit bien l'intérêt en termes de création d'emplois, et puis c'est du soft power. Le tourisme, c'est de l'influence. C'est un média très très puissant. Quand vous avez plus de 100 millions de visiteurs internationaux qui viennent chaque année, on va dépasser les 100 millions en 25, ces gens parlent avec les réseaux sociaux et ils relatent l'expérience qu'ils ont vécue. Ils parlent à 100, 200, 1000 personnes. Mais c'est quoi en fait le problème, le fait de ne pas considérer le tourisme comme un actif stratégique? Est-ce que vous diriez que c'est un problème qui est culturel, qui est politique, administratif? Ah, D'où ça vient? mais il faut savoir que la compétence tourisme, elle est partagée. Il y a l'État, mais il y a aussi les régions et les villes. Si je prends l'exemple de Paris, le visiteur, qu'est-ce qu'il va voir de près? Il va regarder quoi? Il va être attentif à ce qui se passe dans les boutiques, à ce qui se passe dans les hôtels, à ce qui se passe dans les restaurants. Ça, c'est le secteur privé. Mais il va être encore plus attentif aujourd'hui à ce qui se passe dans l'espace public. La propreté, la sécurité, les transports en commun. Donc finalement, l'expérience globale de la destination, y compris dans les lieux culturels. Donc vous avez un tourisme qui est porté euh, assez fortement, sans dire son nom, je dirais un peu parfois, Et on a du mal à l'utiliser comme argument politique aujourd'hui dans ah une ben, campagne. l'électeur ne veut pas en entendre parler. L'électeur parisien, moyen, si vous lui dites bah, on va développer fortement le tourisme, il va mal le prendre. Pourtant, l'économie parisienne est dépendante des flux touristiques. C'est une vraie dépendance. Oui, C'est-à-dire en fonction de qui vous vous adressez. C'est-à-dire que si vous vous adressez aux particuliers, effectivement, ça sera peut-être pas oui, perçu mais, comme ça et vu comme peut-être un handicap, y oui, compris mais, dans la vie du quotidien. oui, Mais si vous mais, allez voir les restaurateurs et les hôteliers, justement, si avec, comme vous le disiez, des acteurs du secteur, le regard est différent. ah ben évidemment. Sauf que le Parisien veut pas entendre que s'il a une offre culturelle si belle, si forte, certainement la plus belle du monde, entre les efforts qui sont faits par l'État, le ministère de la Culture, et les efforts qui sont faits par la ville, on a une offre culturelle tout à fait remarquable, très très compétitive. Mais si les Parisiens peuvent en profiter, c'est qu'il y a des flux touristiques internationaux. Mm. Je vais revenir rapidement sur Atout France, parce que quand on voit Atout France, quand on va dans des hôtels, on dit Atout France, c'est celui qui donne les étoiles aux hôtels, on voit les panneaux hein, devant les hôtels, mais c'est aussi un organisme de promotion, de certification, de financement et de prospective.
Comment décririez-vous ce rôle hybride de cette agence de l'État? Et est-ce qu'elle est indispensable pour rester dans, j'allais dire, dans le Ah, peloton de tête au niveau mondial? on a une formule que bien des pays nous envient, parce que c'est un GIE de droit privé d'intérêt général sous tutelle du ministre, actuellement Serge Papin, et le ministre de l'économie, qui associe les collectivités, c'est-à-dire les régions, les départements, les villes, à travers leurs comités régionaux du tourisme, les offices de tourisme, et le secteur privé. On a 1250 partenaires adhérents qui adhèrent au GIE. Dans ces 1250, il y a 850 entreprises, donc il y a tout le secteur. Ils sont associés à la gouvernance opérationnelle, ils partagent avec nous l'élaboration des stratégies, ils cofinancent les actions, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos partenaires qui nous accompagnent, d'abord, ils ont de la pertinence et de l'efficacité parce que ce sont des vrais professionnels, donc ils nous aident à nous-mêmes nous améliorer, à aller de l'avant, ils sont exigeants comme des clients finalement, ils attendent un retour sur investissement. Donc c'est très très sain d'avoir une dynamique sur nos deux jambes. À la fois elle travaille sur l'offre, elle travaille sur la... Je dirais pas que c'est hybride, je dirais que c'est normal d'avoir un acteur opérateur de l'État lié à la fois au territoire et au privé, qui travaille sur l'offre et qui travaille sur la promotion de l'offre. Est-ce qu'il faut encore renforcer ce rôle stratégique de Atout France, notamment dans un contexte où on observe que vos principaux concurrents, on parlait de l'Espagne tout à l'heure, du Japon, ils investissent massivement dans l'attractivité. Est-ce que la France est suffisamment armée aujourd'hui pour conserver cette place de leader face à une concurrence qui, on peut le dire, est de plus en plus agressive Alors, ou offensive? oui, et on peut mieux faire. Oui, parce que, comme je l'ai dit, les collectivités travaillent beaucoup, investissent, les villes font des efforts, euh, on fait des efforts dans tous les domaines, j'ai parlé de la culture, et il y en a bien d'autres. Je vois n'oublions pas que le tourisme est une économie de l'offre, c'est pas une économie de la demande. Donc, on voit, si on regarde un peu les chiffres de 25, on a des progressions très très fortes à Paris et sur la région sud, c'est-à-dire Alpes-Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Euh, Là où il y a une offre de qualité, avec une gamme, mais qui toujours dans la qualité, qui se développe, qui est très compétitive, innovante, et qu'on arrive à une harmonie entre les services publics, les infrastructures, une cohérence plus qu'une harmonie, les transports, les mobilités qui comptent beaucoup, et l'offre hôtelière, les activités autour, on a des résultats extraordinaires. On a des trous dans la raquette en termes d'aménagement, ce qui fait que, je ne vais pas citer les régions qui sont un peu en deçà, largement en deçà, mais là où il n'y a pas l'offre, il n'y a pas les résultats, il n'y a pas de progression. Donc il faut d'abord investir, investir, investir. Les infrastructures et investir dans le privé, l'innovation, l'adaptation, la transformation, etc. Nous, ce qui nous porte, c'est le luxe, nos marques, les grands chefs, notre réputation sur un certain nombre de sujets qu'on va qualifier d'art de vivre. Moi, je préfère de plaisir de vivre, parce que l'art, c'est un peu académique, et c'est moins... les Italiens, ils jouent plus sur le plaisir, ils jouent plus sur la convivialité, on accueille les familles dans les restaurants. Nous, si on n'est que dans la haute gastronomie, qui est nécessaire, hein, qu'il faut protéger, qui est nécessaire, parce que c'est une arme de séduction, ça suffit pas. Il faut qu'on soit dans des offres de restauration très très variées. Merci beaucoup Christian Monteil pour cet échange qui permet de poser les bases. Dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin, se poser la question de comment réinventer cette destination France à l'heure du numérique, vous en avez un petit peu parlé, de l'innovation, des grands événements et des nouveaux imaginaires. Rendez-vous dans l'épisode 2 de Temps d'avance. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.